Je vais commencer par Yann Lequin, qui revient ici dans un endroit qu'il a fréquenté, puisqu'il a été titulaire de la chaire annuelle au Collège de France, et donc il est professeur à NYU, directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. Bon, on ne présente plus Yann Lequin, voilà. Et Madame Frédérique Vidal, qui est donc la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc pour un face-à-face tout à fait intéressant autour des enjeux de la recherche publique. Peut-être pour commencer, puisque Facebook a, il y a maintenant 3 ans, installé une antenne de son laboratoire d'intelligence artificielle à Paris. Finalement, une question un petit peu à tous les deux. Pourquoi Facebook choisit de mettre des activités en France? Et finalement, pourquoi est-ce qu'en France, pense-t-on, et si oui, pourquoi, que c'est une bonne idée d'avoir ce type de laboratoire industriel? Peut-être Yann d'abord. Merci pour l'introduction, c'est un plaisir d'être ici. La raison pour laquelle Facebook s'est installé à Paris, a installé son premier laboratoire à l'extérieur des États-Unis à Paris, c'est bien sûr la concentration de talents en France, à Paris en particulier, en France et en Europe en général. La manière dont Facebook a choisi les emplacements de ces laboratoires, c'est un petit peu... disons de la même manière à chaque fois. Dans la Silicon Valley, bien sûr, c'était l'endroit logique puisque c'est le lieu du siège de la société. Ensuite, New York est un écosystème dans lequel il y avait une grande source de talent aussi, principalement due à la désintégration de certains laboratoires de recherche dont je faisais partie par le passé, comme Bell Laboratories et AT&T Labs, et d'autres, IBM. Et donc qui crée une pépinière de talent, ainsi que la concentration d'universités, et aussi un autre effet, dû au fait que le retour des jeunes dans les villes et les initiatives du maire de New York avaient fait croître très rapidement l'écosystème de la R&D autour des sciences des données, etc., à New York. Donc on a vu décoller l'écosystème à New York, ce qui a convaincu la direction de Facebook de créer le deuxième laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook à New York, où je suis basé. Et ensuite, on a recherché des endroits où on observait un petit peu ce même phénomène de décollage, si vous voulez, de l'écosystème local. Et en Europe, il y a en gros 2 endroits où ça se passe, un qui est à Londres et l'autre à Paris. Alors Londres aurait été l'endroit logique pour s'installer, étant donné que Facebook a déjà un grand bureau d'ingénierie. Mais en fait, les opportunités étaient plus grandes à Paris, en particulier dû au fait qu'il y avait très peu de laboratoires de recherche avancée industrielle en France dans les sciences de l'information. Donc, d'une certaine manière, on était un petit peu tout seul. Un deuxième facteur, c'est l'existence des doctorats CIFRE qui permettent d'avoir des étudiants en doctorat résidents dans l'industrie. Ça s'est avéré être absolument magnifique, tellement magnifique qu'on essaie de le reproduire aux États-Unis maintenant, avec des accords avec les universités. Et on voit aussi ce décollage de l'écosystème start-up, université, laboratoire de recherche à Paris. Et plus on est fou, plus on rit dans ce domaine-là. C'est-à-dire que l'écosystème est ce qui fait que les talents sont accessibles. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, peut-être pour répondre à votre question, une première réponse générale sur pourquoi c'est très important d'avoir des entreprises internationales qui s'installent en France. Je vais juste donner quelques chiffres rapidement. Les entreprises internationales, c'est moins de 1% des entreprises. Pourtant, c'est 11% des emplois, c'est 16% de la valeur ajoutée et c'est 22% de l'investissement en recherche et développement. Donc, accueillir des entreprises de niveau international, c'est aussi accueillir une autre façon de penser l'entreprise. Et ça vient d'être dit, une façon de penser une entreprise avec un rôle très important de la recherche au sein de ces entreprises. Nous avons à apprendre, et c'est bien pour cela de nous mettre dans une situation de défi, nous avons à apprendre de ces entreprises internationales le rôle essentiel que doivent jouer les docteurs dans la recherche et le développement privé. Et donc, c'est pour nous, évidemment, extrêmement important d'accueillir ces entreprises. Et plus particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle, où finalement, le temps de transfert
entre la recherche de base qui est à l'origine de l'innovation et puis la création de valeurs, d'outils, d'objets, etc., est un temps qui est extrêmement court par rapport à des temps de transfert industriel classique, et où donc la présence de la recherche directement dans des laboratoires de R&D est d'autant plus importante. Et ça, c'est évidemment essentiel à la fois pour nos jeunes, pour le développement économique, pour les startups qui se créent. Et c'est évidemment quelque chose que nous soutiendrons. Et alors justement, si l'IA en particulier est un domaine dans lequel les entreprises sont extrêmement dynamiques et font de la véritable recherche, je vais poser une question un peu provocante, voire même un peu idiote de la part d'un directeur d'organisme de recherche, mais pourquoi est-ce qu'il faut une recherche publique? La question s'adresse à tous les deux, dans un domaine où justement les entreprises investissent énormément. Donc elle est un tout petit peu bateau, mais d'abord pour la ministre. Bon, alors là, effectivement, je n'oublierai pas d'où vient cette question, donc je rigole. Parce que, évidemment, enfin, je pense que tout le monde est convaincu, mais je vais quand même le dire, parce que parfois ça va mieux en le disant. Il n'y a pas d'innovation sans recherche de base. Et c'est extrêmement important que l'on puisse continuer à faire de la recherche totalement libre, de ce qu'on appelle cette recherche de base, parce que c'est comme ça que, éventuellement, on trouvera un jour un usage à cette connaissance qui est produite par la recherche de base. Et donc, pour moi, évidemment, la question ne se pose pas et on n'oppose jamais la recherche et le développement, le transfert, etc., à ce qu'est la recherche. D'ailleurs, vous remarquerez que souvent, partout ailleurs dans le monde, on parle de recherche, point. Et on ne se sent pas obligé de préciser si elle est académique, pas académique, pour le transfert, pour l'innovation. Et donc, évidemment, il est essentiel de maintenir cette recherche de base. Et c'est d'autant plus essentiel que, évidemment, là aussi, hein, comme l'enseignement supérieur est fondé sur la formation à la recherche par la recherche, si on veut aussi être en capacité de penser les bons programmes et d'éduquer les étudiants dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est évident qu'il nous faut des chercheurs et qu'il nous faut de la recherche académique. J'imagine bien que ce côté formation est aussi une des choses qui est très importante vue d'une entreprise. Formation, oui, bien sûr, mais la question scientifique elle-même du mécanisme de la recherche, comment fonctionne la recherche, d'une certaine manière, la recherche en intelligence artificielle est une recherche sur l'intelligence en général, pas seulement artificielle, mais aussi humaine et animale. Et on pourrait voir ça comme une des grandes questions scientifiques de notre temps. Il y a la physique, comment fonctionne l'univers, il y a la biologie, qu'est-ce que c'est que la vie, et puis la troisième grande question scientifique, le mystère scientifique d'aujourd'hui, c'est comment fonctionne le cerveau, qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Et très souvent, la science suit la technologie. C'est-à-dire que, par exemple, la thermodynamique est apparue après l'invention de la machine à vapeur. L'optique théorique est apparue après l'invention du télescope ou du microscope. La théorie de l'information après l'invention de la radio et de la communication entre machines. Donc très souvent, la théorie suit la technologie. En fait, la science est inspirée par la technologie. Oui, donc il y a bien sûr les résultats empiriques, etc. Alors maintenant, il y a beaucoup, depuis un petit nombre d'années, en fait, il y a beaucoup de recherche en intelligence artificielle, recherche fondamentale dans l'industrie, mais en fait, c'est quand même un relativement petit nombre d'entreprises. Donc Facebook, DeepMind, aussi au siège de Google, Microsoft, bien sûr, un petit peu IBM, et puis quelques autres compagnies. Mais aucune de ces compagnies, même dans leur ensemble, n'a le monopole des bonnes idées. Une grande partie des bonnes idées innovatrices dans le domaine de l'intelligence artificielle vient des universités ou vient de la recherche publique, en particulier en France. Donc, par exemple, une technique très utilisée pour la traduction automatique, ou un ensemble de techniques ont été d'abord proposées par Yoshua Bengio et son équipe à l'Université de Montréal. Se sont répandues comme une traînée de poudre dans l'industrie, et puis depuis, il y a eu d'autres idées qui ont été construites par-dessus, mais ce sont des idées qui sont pourtant dédiées à des applications et qui sont nées dans l'université. Alors, on voit, nous, à Facebook, l'utilité, l'indispensabilité, on dit ça en français, de la recherche publique et de la collaboration entre l'industrie et la recherche universitaire et publique.
On a des partenariats avec l'INRIA. On pratique la recherche ouverte, ce qui rend ces collaborations très faciles. C'est-à-dire qu'on n'a pas de secret, donc on n'a aucun obstacle en fait, à collaborer, à écrire des articles ensemble avec des universitaires. Et puis à faire des échanges d'idées en prenant des stagiaires, en prenant des étudiants qui sont co-supervisés par l'industrie et par le public. Et cette interaction, je pense, est extrêmement efficace. Et puis vous avez raison de mettre en avant le fait que lorsque les choses se passent bien, c'est en fait un véritable cercle vertueux qui se met en place. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des questions de recherche fondamentale qui sont posées par des développements qui ont eu lieu avant que la théorie ne se mette en place. Mais ce qui est aussi extrêmement important, je crois qu'il faut le rappeler, c'est que l'intelligence artificielle, et ça a été un petit peu abordé lors de la discussion précédente, ça ne se résume pas à de la technologie, ou ça ne se résume pas aux sciences mathématiques ou aux sciences informatiques, mais ça appelle évidemment beaucoup d'autres disciplines scientifiques. Et on en a évoqué quelques-unes, mais voilà, il me semble que, évidemment, même au-delà des neurosciences, qui sont peut-être la discipline à laquelle on va penser immédiatement, il y a aussi à convoquer de la recherche en philosophie, de la recherche en sociologie. Voilà. Et donc, c'est évidemment ça aussi, la force de la recherche publique, c'est qu'on ne va pas se concentrer sur uniquement la partie plus technique ou plus technologique. Et un point important aussi, c'est que quelquefois, on a un petit peu l'impression que l'intelligence artificielle a décollé. Voilà, on a résolu le problème. Maintenant, on a des machines qui peuvent reconnaître des images, transcrire la parole, traduire des langues. Mais le problème n'est absolument pas résolu. On n'a pas de machine qui puisse apprendre à la manière des humains et des animaux, qui puissent, comme le disait Laurence tout à l'heure, qui ont un certain sens commun. On n'a pas de machines qui ont un sens commun. En fait, les plus intelligentes des machines intelligentes ont moins de sens commun qu'un chat. Je dis souvent que je considérais ça comme une victoire majeure si, à la fin de ma carrière, qui va arriver bientôt, trop vite, on aura une machine qui en fait a autant de bon sens qu'un chat, qui peut-être de bon sens physique, d'agilité, etc. Donc le problème n'est pas résolu, il y a des questions vraiment fondamentales à résoudre, dont certains laboratoires industriels, sur lesquels certains laboratoires industriels travaillent, mais qui nécessitent bien sûr de la recherche fondamentale qui se déroule en général le mieux dans la recherche publique à l'université. Alors c'est bien, vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut de la recherche, disons, de base, fondamentale, quel que soit le terme, mais vous dites très justement, quand ça marche bien, on est dans un cercle vertueux. Alors, justement, au plan de la France, si on revient un peu sur l'environnement ici, le rapport de Cédric et de ses collègues a montré qu'on avait un certain nombre d'atouts. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Quels sont ceux qu'on devrait développer? Quels sont les moyens de développer encore et de renforcer l'attractivité globalement de notre système à tous les plans? Peut-être Frédéric Vidal. Bien, pour qu'en fait ce cercle vertueux se mette en place, et c'est un petit peu le sens de ce que je disais tout à l'heure, et c'est sur quoi évidemment le gouvernement est en train de travailler, et c'est sur quoi je travaille plus particulièrement avec Bruno Le Maire notamment, c'est de faire en sorte qu'on arrête d'opposer des carrières scientifiques entre le public et le privé. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit forcément être en capacité de passer du monde public au monde privé, mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que si on souhaite le faire, il faut que ce soit beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Il faut que les étudiants, les docteurs, comme les chercheurs, puissent décider de prendre le risque de créer leur entreprise ou d'être experts et d'accompagner la création d'une entreprise, sans pour autant avoir en permanence à choisir entre je veux faire une carrière dans le public ou je veux faire une carrière dans le privé. Moi, je me rappelle d'une époque qui est certes un petit peu lointaine maintenant, mais où j'étais justement devant ce choix de carrière et où on était à un moment où, lorsque l'on quittait la carrière académique classique, c'était pas un au revoir, c'était un adieu qu'on nous demandait de faire. Bon, la vie a montré que c'était possible de faire des allers-retours, mais c'est pas la chose la plus simple du monde. Et donc ça, évidemment, c'est une chose que nous devons absolument faciliter, fluidifier,
pour que ce cercle vertueux puisse réellement se mettre en place? Oui, alors tout d'abord, je voudrais exprimer mon accord complet avec ce que vous venez de dire. En tant que personne qui est passée de l'industrie, j'ai fait une grande partie de ma carrière dans l'industrie, je suis passé à l'université après, puis maintenant j'ai un pied dans les deux. Donc un petit peu dans la situation que vous décrivez. Bien sûr, la situation aux États-Unis est un petit peu différente. Je pense que il y a disons des situations un petit peu structurelles en France qui fait, je vais le dire très franchement, on ne paye pas assez les chercheurs en France dans le public, aussi bien à l'université qu'au CNRS qu'à l'INRIA, particulièrement pour les gens en début de carrière. Donc j'ai cru voir qu'une des recommandations du rapport de Cédric était justement d'augmenter un petit peu les rémunérations des jeunes chercheurs. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Mais il y a un autre moyen, effectivement, c'est de permettre disons un partage du temps entre l'industrie et le public. Alors, il y a toujours une attractivité de la recherche dans le public, à l'université ou dans la recherche publique, en particulier en France, qui est espèce de liberté intellectuelle, etc., etc. Il y a aussi des avantages de la recherche dans le privé. Dans les startups, on ne fait pas beaucoup de recherche, mais dans les grandes compagnies, on fait de la recherche fondamentale. Et là, bien sûr, on a accès à des ressources en calcul, etc., d'interaction avec des collègues seniors qui est un petit peu différent. Donc, on travaille sur des projets similaires, mais de manière un petit peu différente. Et c'est très complémentaire. Et surtout, ça aide à résoudre ce problème de différentiel de rémunération entre le privé et le public. C'est vrai que pour l'instant, le différentiel est tellement énorme que ça rend la recherche dans le public beaucoup moins attractive. Mais je pense qu'il est vraiment important pour les chercheurs d'avoir un pied dans le public pour pouvoir continuer à former la génération suivante. C'est-à-dire que il n'est pas question, par exemple, à Facebook, d'embaucher tous les meilleurs chercheurs français et de les faire venir à Facebook, parce qu'on tuerait la possibilité de former la génération suivante. On a parlé de ça avec Stéphane Malat plusieurs fois. Et on a eu une discussion hier encore à la table du président Macron là-dessus. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est une des raisons pour laquelle j'ai gardé un pied à l'université. C'est pour pouvoir continuer à enseigner, à avoir des étudiants en doctorat et garder un lien avec la recherche dans le terrain, puisque mon rôle à Facebook est un petit peu plus d'opération, si vous voulez. Donc, je pense que cette dualité est vraiment importante et il y a beaucoup de gens, je pense, qui apprécieraient de pouvoir partager leur temps entre le public et le privé. C'est exactement ce qui est en cours de réflexion. On a eu une première avancée qui était vraiment importante par ce qu'on appelle la loi Allègre, qui commençait déjà à définir la façon dont des collaborations pouvaient se mettre en place entre le public et le privé. Mais je pense qu'effectivement, il faut d'abord faciliter les carrières de manière à ce qu'elles puissent se dérouler dans l'une ou dans l'autre des sphères de recherche. Il faut aussi faciliter la possibilité d'avoir des doubles carrières, effectivement. Vous avez mentionné le fait qui est aussi essentiel de préserver les formateurs, c'est-à-dire que les enseignants-chercheurs soient en capacité de former les nouvelles générations, sinon effectivement on va tarir le système. Le mécanisme que nous souhaitons mettre en place, c'est vraiment de nous mettre dans une configuration où on va placer l'envie de connaître et l'envie de transmettre cette connaissance, que ce soit envers des étudiants ou que ce soit envers la société, au cœur du système. Et ça, il me semble que c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement important. Vous avez mentionné tout à l'heure le dispositif particulier pour les doctorants, qui est le dispositif CIFRE, qui leur permet effectivement de faire leur doctorat sur un sujet ou en lien avec une entreprise. C'est extrêmement important. On a aussi la nécessité, dans les entreprises qui font de la R&D, de temps en temps de réimmerger les chercheurs dans des laboratoires pour qu'ils se remettent au meilleur niveau de l'état de l'art. Et donc c'est vraiment tout ça qui doit être rendu beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, et que, en tout cas, les gens qui souhaitent le faire puissent avoir la liberté de le faire. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on repense
la reconnaissance de ce qu'est une carrière scientifique dans son ensemble, avec le volet formation pour les enseignants-chercheurs et comment on revalorise leur investissement dans la pédagogie et dans la transmission de la connaissance, mais aussi comment on revalorise les missions d'expertise, comment on revalorise les missions d'innovation. Et donc c'est un grand chantier qu'on a devant nous, mais dont nous avons décidé de nous emparer avec beaucoup de volontarisme. Oui, aux États-Unis, à Facebook AI Research, il y a environ, je pense, 7 ou 8 membres du laboratoire qui ont aussi des postes de professeurs dans les universités américaines et canadiennes et qui partagent leur temps, quelquefois 80%, 20%, 20%, 80% ou 50-50. Faisant par exemple un semestre, une moitié d'année à Facebook, l'autre moitié dans leur université. En général, ce sont des accords avec des universités qui sont localisés à côté des labos, donc ça rend la collaboration très rapide, comme avec NYU, avec l'université de McGill à Montréal, avec Berkeley qui est pas trop loin du laboratoire de Menlo Park, du siège de la compagnie, et puis avec d'autres universités, mais dans lesquelles l'alternance est un petit peu plus compliquée. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir reproduire en France pour justement permettre cet échange dont vous parlez. Je pense que ce serait un énorme avantage et ça donnerait beaucoup d'opportunités aux chercheurs français, aux jeunes chercheurs et aussi aux chercheurs plus seniors, des opportunités de carrière. Quelque chose de très important dans l'industrie en France, c'est qu'il n'y a pas une grande tradition dans les sciences de l'information, il n'y a pas une grande tradition de pouvoir faire une carrière de chercheur dans l'industrie. C'est relativement rare, c'est-à-dire que la tradition dans l'industrie française, c'est de travailler dans les laboratoires de recherche pendant quelques années, puis ensuite de prendre un autre poste plus de management dans d'autres divisions de la compagnie. Très souvent en France, dans les entreprises françaises, on considère que votre carrière est un échec si vous restez dans les laboratoires. Alors, ce n'est pas du tout le cas à Facebook. Bon, beaucoup de compagnies de haute technologie, il y a des carrières dans la recherche dans lesquelles on n'a pas besoin de devenir un manager ou de sortir de la recherche pour progresser et avoir du succès dans sa carrière. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important, qui est un petit peu nouveau en France, qui se pratique déjà depuis de nombreuses années, plusieurs décennies aux États-Unis dans certaines compagnies. Et c'est quelque chose qu'il faut offrir, des opportunités qu'il faut offrir aux jeunes Français. J'aurais aimé avoir cette opportunité quand j'ai fini mon doctorat en France et que je me suis expatrié. Est-ce qu'on pourrait imaginer de développer un atout spécifique en France ou en Europe autour de l'accès aux données, puisqu'on sait que une partie de l'intelligence artificielle est basée sur l'apprentissage. L'apprentissage se nourrit évidemment de données. Alors, je précise tout de suite, c'est pas une question piège pour Yann et liée à l'actualité, etc. Mais déjà d'un point de vue industriel, sur quel type de données globalement et comment promouvoir ou rendre même simplement possible le partage d'un certain nombre de données entre des industriels déjà. Et puis évidemment, c'est une question aussi pour la recherche, pour l'innovation, pour les startups, etc. Donc j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Oui, en l'occurrence, ce problème de données Facebook, c'est plutôt l'utilisation des données par des tiers plutôt que par Facebook lui-même. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais pour ce qui est de la recherche en intelligence artificielle, particulièrement la recherche fondamentale, on utilise des données publiques. C'est-à-dire qu'on, pour pouvoir développer de nouvelles méthodes d'apprentissage, par exemple, ou d'autres, et pour tester ces méthodes et les comparer à celles proposées par nos collègues à l'université ou dans d'autres compagnies, on est obligé de les tester sur les mêmes données qu'eux. Et donc, c'est nécessairement des données publiques. Quand ces données publiques n'existent pas, on contribue à les créer. Donc, par exemple, Facebook a participé très activement à la création d'un ensemble de données qui s'appelle COCO, ça veut dire Common Object in Context, c'est pour la reconnaissance d'images. Donc c'est toute une série de benchmarks en fait, et dans lequel Facebook contribue des données, ainsi que d'autres. Ce ne sont pas des données privées, ce n'est pas des données d'utilisateurs de Facebook, hein, c'est de la collection de données qui est étiquetée par tout un chacun d'une certaine manière. Donc pour la recherche en intelligence artificielle, on utilise généralement des données publiques. Maintenant, bien sûr, pour l'application de ces techniques pour des services en ligne, ça utilise bien sûr des données internes qui ne sont jamais distribuées. Alors, il y a des domaines dans lesquels il serait très important de rendre des données disponibles aux chercheurs.
et pour lequel c'est très difficile à l'heure actuelle. Et par exemple, le fait qu'il va certainement y avoir beaucoup de transformations dans la santé et la médecine dues à l'accès aux données, à l'application de l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique à la médecine. Et les données dans ce domaine-là, bien sûr, sont très sensibles, encore plus sensibles que les données privées sur Facebook. Et donc c'est très difficile pour les chercheurs qui maîtrisent les techniques d'IA de les appliquer à ces données, d'avoir accès à ces données. Et là, il y a certainement un rôle à jouer par le gouvernement, et c'est d'ailleurs mentionné dans le rapport de Cédric, pour collecter ces données, les rendre disponibles aux chercheurs qui sont plus susceptibles de pouvoir en faire quelque chose, et puis bien sûr d'en contrôler l'accès, le caractère privé, etc. Donc il y a un rôle très important du gouvernement à jouer là-dedans. On peut voir ça historiquement aux États-Unis, où certains domaines de recherche, comme la reconnaissance de la parole, la reconnaissance de l'écriture, la traduction automatique, ont fait des progrès significatifs quand le gouvernement a joué un rôle de collection de données. Donc en reconnaissance de la parole, c'était la DARPA. En reconnaissance de l'écriture, c'était le National Institute of Standards and Technology, NIST. Et puis aussi en traduction, plutôt la DARPA, etc. Donc le département de la défense américaine, mais c'était la recherche ouverte. Donc c'est très important pour le gouvernement de jouer ce rôle. Et étant donné l'impact possible positif sur la société de l'application de l'intelligence artificielle dans la santé, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Bon, ça s'applique aussi au transport, ça s'applique à la gestion de la production et de la consommation d'énergie, tout un tas de problèmes de la société en fait, qui seront grandement améliorés par l'accès aux données et leur traitement. Peut-être pour d'abord rappeler que traditionnellement, le monde de la recherche produit énormément de données et que donc c'est évidemment extrêmement important que pour que le monde de la recherche puisse continuer à être international par nature, si je puis dire, c'est très important qu'on ait le plus possible de données ouvertes pour la recherche, et c'est évidemment essentiel. Si on regarde ce qui s'est passé avec l'observation du boson de Higgs et qu'on regarde derrière à quel point les données de recherche ont été utiles pour développer notamment via l'intelligence artificielle des pronostics sur la façon dont ils s'étaient désintégrés. Et donc on a vraiment cette tradition, j'allais dire, de données ouvertes et d'usage de ces données ouvertes. Et évidemment, utiliser l'intelligence artificielle pour mieux comprendre les données de la recherche et pour poser de nouvelles questions théoriques, c'est absolument essentiel. Après, vous l'avez mentionné, il y a des domaines où effectivement les données sont sensibles. Et donc c'est pour ça que le gouvernement est vraiment très attentif à ces données. Nous avons en France un système de collecte de données de santé qui est probablement unique au monde et qui a la particularité d'être un très ancien système. Donc il y a énormément de données à l'intérieur. Et de ce point de vue-là, évidemment, j'allais dire que pour savoir ce que l'on souhaite faire de l'intelligence artificielle dans l'avenir, c'est très important que l'on réfléchisse aussi à la façon dont on souhaite utiliser ces données, à qui on les confie, surtout pourquoi faire, et qu'on se pose aussi la question de la structuration de ces données, parce que l'idée c'est peut-être de ne pas les donner complètement en vrac systématiquement et de ne pas toutes les donner, mais d'être en capacité de donner une partie de ces informations en fonction du sujet traité et en fonction de ce que nous souhaitons pour la société française et plus largement la société européenne. Donc ça, c'est un vrai défi et évidemment, nous y sommes aussi très attentifs. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on va du coup clore ici cette séquence. Merci.